21h passées de 16 minutes, place à notre débat. 4 mois après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg qui a fait, je vous le rappelle, 5 morts, Édouard Philippe a donc lancé ce matin dans la capitale alsacienne l'élaboration d'une toute nouvelle stratégie de prévention de la délinquance, terreau de la radicalisation. L'exécutif souhaite pousser plus loin le curseur de la prévention et ça commence dès l'école. On en parle dans un instant avec mes invités, avec Sarah Swali. Bonsoir, vous êtes numéro 2 sur la liste des Européennes de génération. Merci d'être avec nous. Fadila Mehal, bonsoir, c'est une première également. Merci d'être avec nous. Conseillère de Paris, La République En Marche, et Jean Messia. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du bureau national du Rassemblement national. On va faire le point justement sur ce qui a été dit ce matin à Strasbourg par Édouard Philippe et le gouvernement avec Florent Tardif. Édouard Philippe, accompagné de 8 ministres et secrétaires d'État. L'image d'un gouvernement qui se veut pleinement mobilisé autour de la lutte contre la délinquance et la radicalisation. 2 sujets particulièrement poreux, estime l'exécutif. Nous devons intervenir plus tôt et plus vite. Ces jeunes, ou ces décrocheurs, ou ces personnes qui sont en train de passer vers la délinquance ou vers la radicalisation, là où elles sont. C'est-à-dire souvent dans la rue, souvent sur Internet, ne pas attendre de pouvoir les détecter dans les institutions qui fonctionnent et qui existent. Pour le Premier ministre, c'est au sein même de l'école que doit se livrer ce premier combat contre la délinquance. Sous l'impulsion de Jean-Michel Blanquer, dans chaque académie, des unités laïcité ont été effectivement mises en place. Ce sont 350 professionnels formés, disponibles pour soutenir les enseignants à chaque fois qu'ils sont confrontés à des atteintes aux valeurs républicaines. Une nouvelle stratégie contre la jeune délinquance sera mise en place au terme d'une consultation qui doit durer jusqu'à l'été. Si l'exécutif a assuré de sa volonté de mettre l'éducatif avant le répressif, une révision de l'ordonnance pénale des mineurs est sur la table. Un sujet politiquement explosif. Alors Fadila Mehal, est-ce que c'est une stratégie efficace, ces unités laïcité ? Moi, je crois que c'est une partie du dispositif. Chacun sait qu'on n'a pas encore résolu ce problème qui est multiforme et qu'en réalité... Mais ça va dans le bon sens pour vous ? Ça va dans le bon sens, dans la mesure où, en effet, il ne faut pas confondre la cause et le symptôme. Et donc, on a tendance aujourd'hui à beaucoup aborder la question par le biais sécuritaire et c'est une réalité parce que ce que je dois dire, c'est que le radicalisme aujourd'hui, il est en train à la fois de nous mettre en danger physique, on l'a vu avec les attentats, mais surtout de rompre notre cohésion sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça concerne en effet beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration et de l'immigration musulmane. Oui. Et ça peut jeter... Il peut y avoir des risques d'amalgame, d'après vous ? Bien sûr, parce que c'est ce qu'ils veulent. Les islamistes, aujourd'hui, ils veulent que notre société se déchire et qu'aujourd'hui, on puisse peut-être considérer que certains sont des véritables dangers dans notre République. Et donc, tout ce qui va dans le sens de la prévention, bien évidemment. Mais en même temps, vous savez, il y a un ancien Premier ministre qui nous avait interdit de comprendre ce qui se jouait dans le radicalisme, vous en rappelez, parce qu'il disait que d'une certaine façon c'était justifié. Non, ce n'est pas justifié que d'essayer de comprendre les causes qui génèrent la radicalisation et il faut les assécher. Et pour les assécher, il y a des questions sociales qui restent très prégnantes et puis il y a des questions aussi d'éducation. Mais l'éducation, c'est pas simplement au travers, je dirais, de la laïcité, c'est aussi enseigner le fait religieux, faire en sorte de mieux faire connaître pour ceux qui pratiquent cette religion qui est l'islam et qu'il n'existe aussi un autre islam. Alors je vais dire les islams que chacun, tous ceux qui sont férus d'histoire ont connu, l'islam des Lumières, et donc faire en sorte que les intellectuels aujourd'hui qui travaillent sur le sujet soient mieux connus, moins ostracisés et qu'on ne donne pas la parole à ces parfois des imams autoproclamés. Jean Messia, ça va dans le bon sens. Vous devez vous satisfaire des mesures annoncées notamment par le gouvernement qui a fait le bilan un an après, effectivement. Oui, mais c'est un sparadrap sur une jambe de bois, en quelque sorte. Il faut d'abord comprendre le diagnostic. C'est quoi le diagnostic de la radicalisation ? Donc le gouvernement va vous dire que vous critiquez avant même que c'était mis en place. La radicalisation, en réalité, le djihadisme, c'est quelque chose d'ultra minoritaire. Par contre, l'islamisme a le vent en poupe. L'islamisme est une idéologie qui se répand dans les quartiers. Pourquoi elle se répand ? Parce que ces 40 dernières années, la gauche comme la droite ont organisé une sorte de terre brûlée identitaire. On a interdit la France aux jeunes générations.
Et donc en fait, le djihadisme, la radicalisation, c'est une sorte de patriotisme de substitution. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, non mais justement, mais les jeunes ont besoin, ça va dans votre sens, j'ai l'impression. Les jeunes ont besoin d'idéaux. Non mais ça, en dernière extrémité, en aval du raisonnement, il n'y a pas de problème. Mais si l'amont n'est pas fait, je crains que ça ne serve à rien. Parce que ce qui compte, c'est que les jeunes ont besoin d'idéaux intransigeants. Ils n'ont pas besoin de tolérance, ils n'ont pas besoin de vide, ils n'ont pas besoin juste de marcher. Vous savez, je vais vous donner un chiffre qui est très parlant. 20% des djihadistes sont des convertis. Et 20% des jeunes qui s'engagent dans la troupe militaire, dans l'armée, sont des musulmans. Il n'y a pas un seul problème avec eux. Ça veut dire que quelque part, cette jeunesse, notre jeunesse, cherche un sens, cherche quelque chose qui structure, qui donne un sens. Et donc, il faut, d'une certaine façon, radicaliser la République. Il faut radicaliser le creuset républicain, le creuset français, qui précisément va limer, casser les dents de la radicalité. Si on n'a pas fait ça, le reste ne sert à rien. Je ne vais pas polémiquer sur le sujet. C'est pas une polémique. Beaucoup sont allés vers cette fantasmagorie autour de l'islam parce que la République aussi, il faut le dire, n'a pas tenu ses promesses. C'est ce que je suis en train de dire. Notamment la promesse d'égalité. Vous savez, quand vous avez des difficultés sociales et que derrière, il n'y a plus les associations laïques qui faisaient un travail formidable. Je pense notamment aux grandes fédérations d'éducation populaire après la guerre. Les Francas, Léo Lagrange, les Maisons des Jeunes et de la Culture faisaient ce travail. Aujourd'hui, on a le grand frère islamisé qui vient vous expliquer que finalement, rien n'est possible pour vous parce qu'il faut que vous mettiez autour de la table. Alors comment renouer ce pacte de confiance alors ? Comment renouer cette confiance entre la communauté musulmane, une partie de la communauté musulmane en tout cas, et moi je crois qu'il faut marcher des deux pieds. C'est-à-dire à la fois que la promesse républicaine tienne, c'est-à-dire que beaucoup de ces jeunes ne sont pas obligés de faire leur stage dans les kebabs, qu'il n'y ait pas les contrôles aux faciès 40 fois par jour. Donc la culture de l'excuse. Non, c'est pas de l'excuse, c'est cette réalité. Et en même temps, vous avez raison, de la fermeté, c'est-à-dire réaffirmer ces valeurs-là, cet amour de la patrie. Mais non, mais ça, c'est des principes d'extrême droite depuis 40 ans, ça. Le fait de parler de la France, le fait de parler de notre identité, c'est devenu un concept, quasiment une insulte. Donc forcément, les gens cherchent d'autres drapeaux, d'autres hymnes, d'autres croyances. Une France de chair et de sang et qui répond à vos aspirations. C'est ce qui est. Mais c'est pas du tout le programme de la République En Marche, hein. Excusez-moi, mais c'est pas du tout le programme de la République En Marche. Le programme de la République En Marche, c'est justement d'annihiler le concept de France, c'est de fondre la France dans une espèce de magma mondial. Tout le monde peut être français, puisqu'il n'y a pas d'identité française. Le président lui-même l'a dit. Il n'y a pas de culture française, d'accord ? Non, mais n'importe qui venant de n'importe où, s'habillant n'importe comment, peut être français. C'est la caricature. C'est la négation. Non, mais c'est la négation de l'identité française. Ça fait 40 ans qu'on nie l'identité française. Ça fait 40 ans qu'on essaye de faire honte à une génération d'être française. Donc forcément, ça part sur des patriotismes et des identités de substitution, c'est tout. C'est votre discours qu'on connaît bien, c'est votre totem. Non, c'est la vérité. Allez-y, imposez-vous, Sarah Sohi. Je vais faire l'arbitre peut-être. Non, je pense que vraiment, il faut s'attaquer au terreau du terrorisme. Le terreau du terrorisme, il faut savoir qu'il faut avoir en tête que, bien sûr, le terrorisme peut venir de l'extérieur, mais la plupart du temps, et on a vu les chiffres, ça vient de l'intérieur, de citoyens qui ont été nourris par notre nation. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Et je pense, moi, que malgré tout ce qu'on peut dire, je pense que d'abord, la première cause peut-être qui amène au terrorisme, c'est aussi la délinquance. Et je pense qu'il faut aussi s'attaquer à cette délinquance qui donc ça commence très tôt de l'école, donc vous allez dans le sens du gouvernement alors. Voilà, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le palliatif et peu dans le préventif. Mais je veux aussi le dire, je suis doctorante en cybercriminalité et j'ai constaté qu'aujourd'hui, nos forces de police sont amoindries depuis Sarkozy. Et je pense vraiment qu'il faut mettre en place plus de moyens et arrêter aujourd'hui de mettre plus de technologie qui doit normalement soutenir les policiers et non pas les remplacer parce que il faut mettre en place des surveillances, des infiltrations, avoir des traducteurs avec nous sur le terrain. Je pense que c'est aussi très important. Il faut arrêter de déshumaniser nos systèmes de police.
Il y a aussi vous avez raison, la dimension humaine est très très importante dans la lutte contre le terrorisme parce que souvent elle passe de façon virtuelle et de façon par le biais des médias et des réseaux sociaux, mais la réalité c'est qu'elle passe par la proximité. Et ce qu'on a beaucoup vu, et c'est très important, c'est ce que je redis, c'est que beaucoup de ceux qui sont auto-déclarés, proclamés imams, sont venus à la rencontre des jeunes. C'est-à-dire qu'ils étaient là quand les jeunes avaient des besoins. Et c'est sur des besoins souvent d'action sociale, d'entraide, de solidarité. C'est comme ça qu'ils ont tissé les liens en disant finalement la République ne fait pas grand-chose pour vous, mais la Grande Oumma, elle va pouvoir vous... et donc ça, c'est un discours extrêmement insidieux, souterrain, qui finit par transformer les mentalités. Et donc comment faire? Moi je pense qu'il faut absolument qu'il y ait plus de moyens sur le terrain, qu'il y ait plus de prévention, qu'il y ait plus... Mais vous savez, mais quand des élus, excusez-moi, mais quand des élus qui doivent... c'est ça, on a du mal à imaginer ces unités... Quand des élus et des grands élus, de grandes métropoles, quand il y a des cas de difficultés passagères ou même des délits très très importants qui sont faits, et ben on fait appel à qui? On fait appel à l'imam. Il ne faut pas s'étonner, c'est donner une légitimité dans les écoles et une fonction sociale, alors que ce que nous souhaitons en tant que républicains, qu'il y ait moins d'emprise du religieux dans l'espace public. Et alors quand vous voyez parfois des marches blanches que j'ai vues, moi, pour ne pas citer la région du Nord, où l'imam le plus important était là pour contrecarrer et que paradoxalement les grandes fédérations d'éducation populaire étaient complètement absentes et en tout cas délégitimées, il ne faut pas s'étonner qu'après ils puissent prendre, je dirais, des responsabilités qui ne leur sont pas, qui ne doivent pas leur être. Si je puis me permettre de répondre à ça, il y a quelques années, lorsque nous disions justement à l'école que dans certaines zones, dans certains quartiers, on ne pouvait plus parler de la Shoah, on ne pouvait plus avoir des cours de sciences naturelles, d'éducation sexuelle, etc., on était stipendiés comme étant des extrémistes, des exagérateurs, etc. Ce que vient de faire le gouvernement aujourd'hui, l'annonce qu'il vient de faire aujourd'hui, c'est en quelque sorte, il prend acte que nous avions raison. C'est-à-dire ce qui était une fake news il y a encore quelques années, on en fait aujourd'hui une véritable politique. Donc ça, d'une certaine façon, on peut s'en réjouir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la déradicalisation. Attendez, si on veut vraiment déradicaliser la société, il faut déjà commencer par expulser tous les fichiers S étrangers, tous les vecteurs de radicalité dans notre pays, que sont des fichiers S étrangers, les doubles nationaux, par exemple. Il faut les enfermer préventivement. Et bien sûr, la déchéance de la nationalité pour les ennemis de la France, comme tous les pays du monde, madame. Comme tous les pays du monde. Vous allez expulser parce que vous croyez des personnes qui n'ont commis aucun délit, sauf des présomptions. Et donc, il faut les suivre. Non, la France n'a pas les moyens de suivre 15 000 personnes au fichier déradicalisé. Excusez-moi. Voilà, non, mais on peut pas. Et pour quelle raison donnerait-on des moyens à ces gens-là au détriment des citoyens français, de nos pauvres, de nos chômeurs, etc. Je veux dire, c'est complètement absurde. Quels moyens? Je n'ai pas compris. Non, mais vous voulez pas mettre de moyens pour si on met des moyens, faire de la surveillance, de l'infiltration? Non, je veux. Les fichiers S et les radicalisés étrangers, il faut les expulser. Pourquoi est-ce qu'on devrait consacrer des moyens publics et des deniers publics à la surveillance de personnes qui ne sont pas françaises et qui représentent sur notre territoire un danger? Aucun pays au monde n'accepterait ça. Pardon ? Pour les binationaux, vous faites pour les binationaux, ils sont effectivement, si c'est avéré qu'ils ont des liens avec des organisations terroristes étrangères, vous êtes une spécialiste de cybercriminalité, si on prouve qu'ils ont eu des liens avec des agents de Daesh via Internet et qu'effectivement ils représentent un danger pour la France, il faut les enfermer préventivement, comme l'article 411 du Code pénal nous le permet. Et ensuite, la déradicalisation, mais ça commence aussi dans les prisons, parce qu'on n'a pas parlé du tout, on en parle de l'école, c'est vrai, mais les prisons sont aussi... On parle toujours des prisons, donc pour une fois on parle de l'école. Gros foyers de gros foyers de radicalisation. Or, aujourd'hui, la prison... C'est une réalité. Les prisons françaises, si vous voulez, pour le coup, il y a une défaillance à la fois quantitative, en termes de moyens alloués au personnel, et les prisons de haute sécurité que nous réclamons, et également qualitative. C'est-à-dire que vous avez des unités de vie familiale. La France a signé les règles, les fameuses RPE qui régissent le code pénitentiaire français.
il y a des choses inimaginables là-dedans. On ne peut pas fouiller un prisonnier. On ne peut pas fouiller les personnes qui viennent visiter un prisonnier. Il faut faire appel aux forces de l'ordre pour qu'ils les fouillent. C'est une question qui est réelle. Si vous voulez, je termine juste mon propos. Il faut, si vous voulez, une offensive tous azimuts contre toutes les formes de radicalisation. Évidemment, l'école en fait partie. Nous étions les premiers à le dire. Nous avions été qualifiés avec des mots d'oiseaux et d'extrémistes, etc. Oui, le Front National est merveilleux, c'est quand tout dit en premier. Quand on disait dans les quartiers qu'il y avait des classes... le Front National dirige notre la Shoah, quand nous disions que les cours sur la Shoah étaient sifflés dans les classes de certaines zones en France, on nous traitait d'extrémistes et de gens qui exagèrent. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est vrai. C'est pour ça qu'on met en place ces unités de laïcité. Vous parliez d'éducation, je pense que oui, il faut parler de l'école et notamment essayer de former aussi nos enseignants qui sont parfois les premiers à vivre cette pré-radicalisation. Donc je pense qu'il faut les former, il faut leur donner aussi les moyens de pouvoir agir en amont, parce que parfois ils sont les premiers à entendre la voix de nos jeunes, de notre jeunesse. On parlait aussi des prisons, il faut aussi leur donner aussi des moyens de formation, mais aussi comme ça a été dit, leur donner aussi l'autorisation de fouiller des personnes avant qu'ils voient des personnes radicalisées. Ça aurait pu déjà éviter le drame qu'on a. Moi, je voulais dire aussi que tout ce qui est dit, évidemment, je souscris complètement, mais en même temps, il y a une vraie question aujourd'hui qui se pose par rapport à l'islam transplanté. Je suis bien placée pour évoquer ce sujet. Moi, je crois que le président a lancé un grand chantier par rapport à l'islam de France. Il y a une fondation qui vient d'être créée avec quelqu'un d'extrêmement libéral et en même temps d'une grande portée théologique, et Raleb Benchir. C'est important parce que vous savez, moi j'ai fait beaucoup de manifestations pour contrecarrer le terrorisme, notamment quand le fils s'est installé en Algérie pendant la décennie noire. Et bien vous savez, il y avait peu de gens qui souscrivaient à cette époque-là. On nous disait mais qui tue qui? Je dis ça parce qu'en réalité, ces grands penseurs qui sont aujourd'hui dans la réflexion de l'ijtihad, parce que c'est ça aujourd'hui, il faut la rupture et revenir à cet islam qui ne soit pas dogmatique. Et qui ont-ils trouvé pour les soutenir? Eh bien, très peu de monde, parce qu'on a préféré parler avec les salafistes, considérant que c'était une façon modérée. C'est le gouvernement actuel qui fait ça, madame. Je dis non, c'est pas le gouvernement actuel, c'est pas lui qui a Quand vous voyez que les frères musulmans ont pignon sur rue, qui sont majoritaires à l'UOIF et au CFC, qui gèrent, en fait, on a confié Sarkozy. Ce que je veux dire, qu'importe, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans ce débat, c'est vraiment qu'il y ait toutes les bonnes volontés. Moi, je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Vraiment, je le redis, c'est une question centrale. Il y va véritablement de l'avenir de notre cohésion sociale. Parce que ce que défendent aujourd'hui les djihadistes, c'est notre mode de vie. C'est ça qu'ils veulent briser. Et arriver à un moment donné qu'il y ait cette rupture entre des musulmans qui vivent paisiblement leur foi et de façon très familiale, eh bien, je pense que c'est un écueil où on devrait tous se réunir et ne pas tirer des satisfecits en disant « j'ai dit ça moi avant ». Si, parce que malheureusement, nous avons alerté sur beaucoup de choses et nous n'avons pas été entendus. Sur ADP Sarah Solidis, j'aimerais juste m'entendre sur la cybercriminalité. Le gouvernement aujourd'hui en fait assez en termes de cybercriminalité? Il met assez de moyens? Non, pas assez de moyens, notamment auprès de la section policière qui s'occupe de tout ce qui est cyberterrorisme. Malheureusement, les moyens... Le nerf de la guerre, entre guillemets, il est là, non? Le nerf de la guerre est là, exactement. Et c'est pour cela que je trouve que le gouvernement ne met pas assez de moyens pour fructifier un peu cette intelligence qu'on a de pouvoir déradicaliser ou voir le terrorisme dès le début avant que les drames se produisent. Juste 20 secondes. La radicalisation, en fait, c'est pour déradicaliser une société, encore une fois, il faut avoir recours à des moyens qui ne sont pas des moyens d'aller caresser des hamsters, etc. On a livré l'islam de France. La radicalisation, c'est la phase terminale de l'islamisme. Donc il faut d'abord lutter contre l'idéologie islamiste. Or, le gouvernement ne lutte pas contre cette idéologie puisqu'il a confié les rênes de l'islam de France aux frères musulmans, qui sont les pires ennemis et de l'islam et de la République. Donc on ne peut pas dire que l'islam, les mêmes qui nous disent que l'islam doit être compatible avec la République sont les mêmes qui font gérer l'islam de France par les islamistes eux-mêmes. Je ne peux pas laisser dire ça, puisque quand il parle de ce gouvernement, alors que l'État tous les gouvernements précédents également travail, j'en suis d'accord, et j'étais une des premières à défendre la place d'ailleurs des femmes au sein de cette instance, puisque vous savez sans doute mieux que moi, la représentativité était opérée à partir de la surface
face des mosquées. Et comme on sait que la majorité des femmes ne vont pas dans les mosquées, donc elle n'était pas présente. Donc cette représentation, je suis d'accord avec vous, ça a été un pis-aller, si j'ose dire. Aujourd'hui, il faut regarder devant. Aujourd'hui, est-ce que l'État doit s'occuper des cultes? Oui, quand les cultes sont en situation de mettre en péril la cohésion sociale. Merci à tous les trois. Allez, vous restez avec nous. On enchaîne et on va parler d'un tout autre sujet, cette privatisation d'ADP qui fait couler là aussi beaucoup d'encre, avec Bruno Le Maire qui a accusé notamment les élus qui ont lancé ce RIP, vous le savez, ce référendum d'initiative partagée, de faire le jeu des populismes. On en parle dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT, la privatisation d'ADP est-elle une bonne affaire pour l'État? La question agite, vous le savez, toute la classe politique, alors que le Parlement a validé le texte. Un attelage de 250 parlementaires de 11 groupes différents a donc lancé une procédure inédite de référendum d'initiative partagée, le RIP, pour s'opposer à cette privatisation. Et ce n'est pas du tout du goût, écoutez, de Bruno Le Maire. Ils décrédibilisent le travail parlementaire. Et oui, ils font le jeu des populismes. Une fois encore, je ne crains pas le peuple français, au contraire. Mais je crains le populisme. Et je pense qu'en lançant cette initiative de circonstance, de briques et de broc, qui va de la France insoumise aux socialistes jusqu'aux républicains, uniquement pour faire un coup politique, alors que la loi n'a même pas encore été adoptée, qu'elle n'a même pas encore été mise en vigueur, je pense que c'est dangereux et je crois que ce n'est pas la bonne méthode. La réalité, je vais vous le dire, c'est que M. Le Maire est peuplephobe. Il en a peur. Eh bien, je crois qu'il serait bon, malgré tout, de donner la parole à ce dernier, notamment par l'intermédiaire de cette procédure très complexe, que je n'approuve pas d'ailleurs, de ce référendum d'initiative partagée, qui est le seul outil dont nous disposons actuellement pour pouvoir nous faire entendre. L'exécutif a-t-il peur du peuple? Être contre la privatisation de la DPS, du populisme, on en parle avec Sarah Soili, numéro 2 sur la liste des Européennes de génération, avec Fadila Méal, conseillère de Paris, La République En Marche, et Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national. Être contre la privatisation de la DP, c'est du populisme, Jean Messia? Pour des gens qui veulent faire revoter les Britanniques après le Brexit, d'ailleurs, il y en a dans les signataires, hein, c'est ça le paradoxe, c'est que les mêmes qui réclament un référendum... Sur le coup, il y a des signataires de tout bord. Voilà, mais il y en a. Je dis qu'il y a des députés, par exemple, des Républicains, des socialistes, qui critiquent le résultat du Brexit, qui veulent faire revoter le peuple britannique, et il va falloir qu'ils nous expliquent pourquoi, ici, ils veulent un référendum. C'est la première chose. La deuxième chose, je ne vois pas en quoi c'est populiste, c'est une procédure qui est prévue par la Constitution. Alors, c'est dingue ce que la Constitution devient populiste ces derniers temps. Pour vous, c'est quoi? C'est propos déplacés pour vous? C'est hors la sujet? dissolution de l'Assemblée nationale de l'article 12, on l'évoque, c'est du populisme. Le référendum d'initiative partagée qui est dans la Constitution, c'est populiste. Donc c'est quoi? La Constitution française est devenue populiste? Qu'à cela ne tienne, ok. Si la Constitution est populiste, bien sûr, nous sommes évidemment pour la Constitution, pour l'état de droit. Donc qu'est-ce que ça veut dire le populisme? Écoutez, moi je voudrais parler sur le fond, parce que sur cette question du référendum, moi je pense que les députés sont dans leurs droits. Pas sur la petite phrase de Bruno Le Maire, parce que c'est vrai qu'on commence à s'habituer. Des commentaires. Donc, et nous, moi, en tout cas, je respecte le droit des députés faire ce référendum. Et donc, après, on tranchera sur le fond. Et ça appartiendra donc au Conseil constitutionnel d'en décider. Alors, ce que je veux dire quand même sur le fond, parce que c'est l'histoire de privatisation avec la loi PAC qui vient d'être adoptée. Et alors, d'abord, je veux dire que nous n'avons pas une position dogmatique. C'est-à-dire comme certains qui considèrent que les privatisations c'est pratiquement cacaboudin, ou que, en effet, tout ce qui est étatisation, c'est formidable. Nous, on regarde au cas par cas, en fonction de l'intérêt général et de l'intérêt de la nation. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, que nous sommes dans un pays surendetté, qu'il nous faut absolument des moyens supplémentaires, et on considère aussi que nous devons avoir un État stratège. Un État stratège, ça veut dire, en effet, qui n'a pas vocation à diriger les entreprises concurrentielles. Parce que là, il n'y a aucune question... Pour vous, ce n'est pas le job, ce n'est pas le travail de l'État, c'est pas le job de l'État, c'est pas un domaine de souveraineté nationale ou qu'il faudrait défendre. Donc c'est un principe concurrentiel. Expliquez-nous pourquoi les aéroports sont publics dans 90% des pays. À la place des actionnaires qui ont, me semble-t-il, des compétences quand même plus importantes. D'ailleurs, j'observe, et c'est Bayrou qui a dit ça tout à l'heure, qui a remarqué qu'il y a eu cette volonté, avec le viaduc qui a été privatisé,
privatisé, qui n'a pas empêché d'ailleurs Bayrou les usagers de l'emprunter. Donc cet argent, il va servir à quoi? C'est ça qui est intéressant. Contre, on le rappelle, la Parce privatisation que l'argent, il va servir à quoi? Je vais juste terminer pour dire qu'il va être réinvesti. C'est près de 10 milliards d'euros dans des fonds pour l'innovation. Et d'autre part, que cette cession à la fois du foncier et des actifs, elle durera 70 ans. Et tout retournera à une vision de l'État. court terme sur le plan économique. Mais je pense que c'est une vision. C'est une vision. Vous savez, ça a été discuté à l'Assemblée, il y a eu des amendements, ça a été une vision les amendements sont rejetés en permanence qui a par permis de dégager ces financements qui vont permettre, parce que c'est un pari sur l'avenir. C'est un pari sur l'avenir et je vous redis, je ne sais pas si l'État aujourd'hui a vocation à arbitrer et à se mettre à la place des actionnaires. C'est pas une question de populisme, c'est une question de bon sens. L'aéroport de Paris est très bien géré, il fonctionne bien, il rapporte 573 millions d'euros de bénéfices, il nous rapporte 173 millions de dividendes. 610 millions. Voilà, même encore plus, 610 millions de bénéfices, 173 millions de dividendes qu'on pourrait mettre dans tout ce qui est recherche, etc. Mais c'est 173 milliards. Non, mais ça fait 10 ans. Non, mais 10 milliards, c'est la vente. Ces bénéfices de dividendes, on pourrait les mettre dans tous les fonds dans lesquels le gouvernement veut investir. J'ai envie de dire aussi que c'est quand même aussi une double peine, parce qu'il faut savoir que l'État va payer les actionnaires minoritaires et après va racheter pour plusieurs milliards d'euros notre aéroport, notre patrimoine, nos bijoux de famille. Et ça, c'est vraiment une double peine et je ne comprends absolument pas l'État français. Jean Messia. Disons que vous dites que ce n'est pas le rôle de l'État de gérer les aéroports. D'abord, les entreprises concurrentielles. Il faut que vous m'expliquiez dans ce cas-là pourquoi la quasi-totalité des aéroports au monde sont gérés par les États. Mais oui, mais c'est la première chose. Quand même les plus libéraux, les États-Unis, l'Allemagne gardent. La deuxième chose, c'est que vous dites que l'État est un mauvais gestionnaire. Mais attendez, quand on dit ça, qui a dit ça? Non, mais j'ai dit la quasi-totalité. Parce que aux États-Unis, ça fait beaucoup d'aéroports. Oui, la quasi-totalité. Si l'État était si mauvais gestionnaire, mais qui a dit ça? ADP n'aurait pas réalisé 183 millions d'euros mais qui de a dit dividendes que au l'État profit était mauvais gestionnaire? Mais dans ce cas-là, on ne change pas une équipe qui gagne. Si l'État est bon gestionnaire et que l'entreprise est lucrative, pourquoi vous les privatisez? Alors, il y a deux raisons. L'État a l'air de dire qu'en le privatisant, justement, il y aura des résultats qui seront encore meilleurs. Mais non, ils vont renflouer les caisses de l'État, tout simplement. C'est one shot. En fait, c'est un coup. C'est vous privatisez, vous recueillez 10 milliards d'euros qui vont disparaître dans l'océan des dettes. Ils ne vont pas disparaître, qui vont être réinvestis. Non, ils vont disparaître pour ne pas atteindre le palier des 100% de déficit. Et il y a un autre argument, c'est qu'en fait, le chiffre de 10 milliards est brandi comme ça. En réalité, on n'a aucune certitude. En fait, pour vendre au meilleur prix, l'État est obligé de donner des garanties au repreneur qui pourra élever les taxes d'aéroport, puisque l'entreprise privée qui va investir, elle va investir sur quelque chose de lucratif. Il y a eu des garanties mais non, mais les garanties, on les connaît. Il y avait eu des garanties sur les autoroutes aussi. Les péages ont augmenté. Ne dites pas ça. Mais non, vous savez très bien que l'État ne fait aucun suivi. Mais bien sûr que non. Vous pliez la réalité. Je ne plie pas la réalité. On a l'exemple des autoroutes. Il y a eu en effet des garanties qui ont été faites. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Parce que c'est vrai qu'il faut de bonnes garanties pour vendre au meilleur prix. Tout à fait. Mais je pense très honnêtement que c'est une question globale aujourd'hui qui est regardée. C'est de voir en effet si l'État doit s'occuper des domaines d'intervention qui ne sont pas de la souveraineté nationale. Moi, c'est une question. D'accord. Alors, vous n'avez toujours pas répondu à la question pourquoi le monde entier garde ses aéroports. Oui, mais attendez, parce que le monde entier, c'est vous qui le dites. Mais non, mais c'est comme pour le reste. Les journalistes viennent de vous dire. C'est une très bonne idée d'abandonner ses frontières, une très bonne idée d'abandonner ses aéroports. Tous les anglo-saxons privatisent leurs aéroports. Sauf qu'aucun pays au monde ne nous a suivis sur ces délires. Voilà. En tout cas, quand on a milité, nous, à l'époque, pour qu'on regrette qu'on ne fasse pas aller la privatisation des autoroutes, on n'avait pas vu beaucoup de candidats, et notamment la vôtre, pour défendre ce service. Alors là, vous vous trompez. Oui, là, vous vous trompez lourdement. Il y avait François Bayrou. Nous avons toujours défendu l'internalisation des autoroutes et on défend les aéroports de la même manière. Alors, pour terminer, je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a 4 ans avec la privatisation de l'aéroport de Toulouse. Aujourd'hui, la Cour des comptes nous dit que c'est un échec. Un échec, il y a vraiment pas de transparence financière. Je pense qu'il faut vraiment regarder ce qu'on a fait au passé. Il faut vraiment écouter les outils démocratiques, l'opinion publique. Et ça sera arbitré au plus haut niveau. Voilà. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Ne bougez surtout pas, les voix de l'info, c'est l'heure et c'est avec Sonia Mabrouk. Excellente soirée.